Cette séance est consacrée à l'étude de ce qu'on appelle la matière histoire de la pensée économique. Et bien sûr, on va bien sûr aborder avec une petite définition qu'on a empruntée à Ahmed Silm dans son ouvrage Histoire de la pensée économique. Je le cite, l'histoire de la pensée économique peut être définie comme l'histoire des idées, des méthodes et des théories scientifiques d'une part, et l'histoire des intentions, des projets et des doctrines d'autre part. Donc, le début de cette définition nous renvoie en quelque sorte à la notion d'analyse, à la notion d'intention, qui, bien sûr, consiste à souligner le fait qu'il faut reconnaître le caractère pluriel de l'économie politique. En fait, on a assisté à un éclatement de la pensée économique en plusieurs pensées. C'est ce qui justifie aussi certains intitulés de certains ouvrages, comme celui du professeur El Cohen, qui a intitulé son ouvrage Les pensées économiques, et donc le fait de parler non pas d'une pensée, mais de plusieurs pensées économiques. Et c'est aussi le cas de plusieurs chercheurs qui ont bien souligné cette pluralité des pensées économiques et donc de théories économiques. Deuxième point concerne bien sûr le pourquoi d'étude de l'histoire de la pensée économique et cela bien sûr du fait de son importance. L'intérêt porté à l'histoire de la pensée économique en tant que matière enseignée aux étudiants universitaires est manifeste puisque bien sûr comme le souligne l'économiste Jussia dans l'ouvrage cité ci-dessous, on assiste à un regain d'intérêt pour l'histoire de la pensée économique dans les universités des pays capitalistes développés, à savoir par exemple par les États-Unis et la Grande-Bretagne. De même qu'il a été souligné par Jussia que certains économistes les plus avérés dans la recherche consacrent une grande partie de leurs travaux à l'histoire de la science économique. Et Jussia cite comme exemple des économistes du XVIIIe siècle, comme par exemple Cournot et Marx, ou ceux du XXe siècle comme Joseph Schumpeter et Keynes et d'autres économistes. On peut ajouter aussi Adam Smith, qui dans son ouvrage Richesse de la nation, consacre deux volumineux chapitres rien que pour analyser les pensées mercantilistes et physiocratiques. Aussi, Karl Marx, il a consacré tout un livre du Capital, c'est plus précisément le livre 4, pour l'analyse méthodologique de la pensée de tous les économistes dont il a étudié l'œuvre. Et bien sûr, on pourrait plutôt citer d'autres économistes, bien sûr. L'importance de l'histoire de la pensée économique réside aussi dans le fait que les décisions prises par les politiciens ou chefs d'État dans plusieurs pays émanent des idées formulées dans différentes conceptions économiques. Ce qui soutient, ou plutôt ce qui suscite, soit le succès des uns, soit l'échec des autres dans la confection des politiques économiques. C'est pour cette raison d'ailleurs que Keynes avait souligné dans son ouvrage La théorie générale de l'emploi, je le cite, les idées justes ou fausses des économistes et politologues ont plus d'importance qu'on ne le pense en général. Les hommes d'action qui se croient affranchis des influences doctrinales sont d'ordinaire les esclaves de quelques économistes du passé. Concernant un troisième point qui est lié à l'objectif de l'HPE, on doit souligner que l'HPE est lié en quelque sorte à la recherche de l'origine des concepts. Comment ont été inventés ces concepts par leurs auteurs, comment à travers ces concepts regrouper les différents clans dans le champ économique et comment étaient forgés ces différents concepts de manière à confirmer ou infirmer certaines conceptions économiques. C'est pourquoi on considère l'histoire de la pensée économique comme étant un grand labo dans lequel de gros investissements intellectuels sont engagés pour confectionner les différentes théories
économique. Un autre point qui est très important en matière d'étude de l'histoire de la pensée économique, c'est le point relatif à ce qu'on appelle l'analyse en termes de filiation et opposition. La confection des conceptions économiques via la pensée des économistes est un processus dans lequel les influences exercées par les économistes du passé sur ceux contemporains ou entre économistes appartenant à un même axe de temps suscitent la prise en considération la manière dont certains ont réagi aux différentes thèses économiques. Pour ce, on recourt à ce qu'on appelle la méthode de filiation et celle de rupture ou d'opposition. La première méthode adopte l'idée de continuité d'une pensée et privilégie donc l'accumulation du savoir, alors que la seconde, c'est-à-dire de discontinuité, préfère adopter le raisonnement sur ce qu'on appelle les ruptures épistémologiques. Là, bien sûr, on donne des exemples sur les deux types de méthodes concernant la méthode de continuité, ou ce qu'on appelle aussi la méthode continuiste. On peut donner ici l'exemple de Quesnay et de Say, dans quelle mesure, bien sûr, François Quesnay, qui est un physiocrate, avait bien sûr influencé Say, qui a continué bien sûr, à traiter sa conception économique sur la base de la liberté et du libéralisme, bien sûr, recommandé par Quesnay, ou entre Quesnay et Adam Smith. Et nous savons tous que Adam Smith a été très influencé par Quesnay. Un autre exemple de lien de discontinuité, méthode de discontinuité ou de rupture, c'est celui qui est manifesté par les classiques vis-à-vis bien sûr des marginalistes ou bien sûr entre les marginalistes et Keynes, et nous aurons l'occasion de voir ça d'une manière beaucoup plus approfondie plus tard. Nous avons parlé bien sûr de l'approche plurielle de la pensée économique et cela bien sûr nous amène à parler de ce qu'on appelle la diversité de la pensée économique, et derrière cette diversité bien sûr il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait bien sûr les regrouper dans trois facteurs, à savoir premièrement le facteur temps, ce qu'on appelle le facteur historique, deuxièmement le facteur espace, et enfin et troisièmement le facteur idéologique. Le premier facteur qui est le facteur historique ou le facteur temps, ou ce qu'on appelle aussi le facteur temporel, cela s'explique par le fait que certaines idées économiques correspondent à des sociétés bien déterminées dans l'histoire. Et on ne peut pas expliquer des faits économiques appartenant à différentes périodes historiques avec les mêmes mécanismes économiques. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on ne peut pas critiquer les physiocrates lorsqu'ils ont donné plus d'importance par exemple au secteur agricole. De même qu'on ne peut pas expliquer les faits économiques appartenant à différents modes de production, comme par exemple le mode de production esclavagiste, le mode de production féodal ou le mode de production capitaliste, avec les mêmes outils d'analyse. Ça sera insensé le fait d'adopter les mêmes recettes d'action. Deuxième facteur qui est le facteur spatial ou facteur espace. Ici encore, on doit prendre en considération les différentes sociétés soumises à différents modes de production vivant dans un même axe de temps. Et on peut donner comme exemple celui de la période de la guerre froide, période pendant laquelle on a assisté à l'existence de deux types de modes de production. Le mode de production capitaliste et le mode de production socialiste. C'était deux modes de production diamétralement opposés dans un même axe de temps. Le premier est soumis à la règle de marché, alors que le second, marqué par l'omniprésence de l'État et l'appropriation collective des moyens de production. Pour ceux, les rouages de l'activité économique à l'Est diffèrent de loin de ceux qui régnaient à l'Ouest. Et de ce fait, les conceptions économiques explicatives des deux situations divergent à 180 degrés. Troisième facteur qui est le facteur idéologique, et il s'agit là d'un facteur qui a bien entamé le caractère scientifique de l'économie.
En fait, c'est un facteur qui menace l'économie dans son objectivité. Et pour apprécier cette affirmation, on doit rappeler que certains vont jusqu'à appréhender souvent le terme science par opposition au terme idéologie. Cette opposition entre idéologie et science a été soulevée par beaucoup de chercheurs et d'économistes. Et on pourrait citer ici l'économiste David Hume, qui au XVIIIe siècle, dans son ouvrage Traité sur la nature humaine, il procède dans ce cadre à une distinction entre ce qu'on appelle un jugement de fait et un jugement de valeur. Le jugement de fait se rapporte à l'analyse du présent et de ce qui existe. Pour cela, on dit qu'il renvoie à l'explication de ce qui est et donc ce qui relève de la science, alors que le jugement de valeur se rapporte à des normes, c'est-à-dire il procède à des recommandations et à ce qui doit être, ce qui relève du champ doctrinaire. Cette même distinction sera reprise au XIXe siècle par l'économiste John Stuart Mill, qui va bien sûr reprendre j'ai dit la même distinction, et il va nous expliquer qu'en économie politique, il existe deux types de comportements. L'un lié au jugement de fait, c'est le cas de l'analyse de la production, car c'est lié aux lois de la nature et aux lois physiques, et ces lois sont immuables, c'est-à-dire non changeantes. Alors que le deuxième comportement a lieu avec le jugement de valeur, comme c'est le cas de l'analyse de la répartition, car il découle des lois humaines qui sont changeantes. Autrement dit, les problèmes de répartition se posent en termes de lutte de classe, et dans ce cas, l'économiste ne peut échapper à un problème de subjectivité. Donc, tous ces facteurs qu'on a cités ci-dessus permettent de mieux expliquer la relativité des lois en économie, par opposition à ce qu'on appelle les lois étudiées dans ce qu'on appelle les sciences dites exactes, comme les maths, les sciences physiques et les sciences naturelles. Ceci d'une part. D'autre part, le caractère relatif de ces lois économiques, suscitant la diversité des théories économiques, rend cette diversité nécessaire pour faire avancer la connaissance économique. Autrement dit, la compétition, comme l'évoque l'économiste Morin dans son ouvrage L'état des sciences sociales, la compétition entre les théories est nécessaire pour le progrès scientifique et plus précisément pour l'économie politique. Cette compétition peut être donc relative à travers la succession des différentes conceptions et visions économiques qui composent certaines parties du programme, surtout lorsqu'on va aborder les différentes thèses confectionnées par les économistes ou groupes d'économistes. C'est la raison pour laquelle nous avons établi le programme de la matière histoire de la pensée économique comme suit. Une partie pour l'étude de la pensée antique, composée d'une part de la pensée grecque et de la pensée arabo-musulmane. Une deuxième partie sera consacrée à l'étude de la pensée économique de ce qu'on appelle la phase transitoire, et qui englobe la pensée mercantiliste et la pensée physiocratique. Et une troisième partie qui sera consacrée à l'étude, si vous voulez, de la pensée économique dans ce qu'on appelle la phase scientifique, c'est-à-dire qui englobe la pensée classique, la pensée marginaliste, Keynes et le courant marginaliste. Là, on vous donne bien sûr une liste bibliographique pour ceux qui ont accès facile bien sûr à la bibliothèque ou bibliographique ou à d'autres bibliothèques. Par ailleurs, sur Internet, on peut avoir pas mal d'ouvrages d'histoire de la pensée économique et des extraits d'ouvrages qui peuvent clarifier davantage nos propos sur les différents passages liés
aux éléments qu'on a traités ou qui seront traités plus tard dans les différents, bien sûr, chapitres et sections de la matière histoire de la pensée économique. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.